Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va voir quelques opérateurs utiles en électromagnétisme. D'accord. Donc quelques opérateurs qui sont utiles pour la manipulation donc des principes de l'électromagnétisme. Et on va commencer par l'opérateur gradient. On va commencer par l'opérateur gradient. Et donc, une grandeur physique, on peut la représenter soit par un champ scalaire, peut-être, voilà, représenté par un champ scalaire, ou bien par un champ vectoriel. Soit un champ scalaire, on va noter GMT, M c'est pour l'espace et T pour le temps. M c'est-à-dire point, il y a trois coordonnées. Ou bien un champ vectoriel. Grand G, M, c'est-à-dire le point, l'espace et le temps. Ça c'est M, c'est les coordonnées spatiales. Donnons quelques exemples. Par exemple, vous avez la température. Donc, c'est un champ scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre. Il a une valeur numérique. Vous avez la pression, qui dépend de l'espace et du temps. Vous avez la densité volumique, le rho mt. Et pour les... ça, c'est la densité volumique des charges, bien de charge. Vous avez pour les champs vectoriels, vous avez par exemple le champ électrique, EMT. Vous avez le champ magnétique. Donc, bien sûr, c'est un vecteur caractérisé par donc, sa direction et sa norme. D'accord? Ça, c'est les données les plus importantes pour un vecteur. Pas comme un scalaire c'est juste une valeur. Mais pour le vecteur, on parle de la norme et on parle aussi de la direction. Ce sont des champs vectoriels. Puis maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le gradient. Qu'est-ce que c'est que le gradient? Peut-être j'ai déjà entamé un petit peu cet opérateur qui est le gradient dans la formation de thermodynamique, formation sur l'essentiel de la thermodynamique, et plus précisément dans la statique des fluides, dans l'hydrostatique. Mais je vais essayer un petit peu ici de détailler un petit peu la définition du gradient et sa justification physique et mathématique. Donc pour la définition, donc on va considérer un champ scalaire défini de R4 vers R. Pourquoi R4? Eh bien, vous avez un point M qui est l'espace qui est caractérisé par trois coordonnées, et puis le temps, c'est le quatrième coordonnée. Ça, il est lié à GMT, c'est la valeur. Voilà, c'est la valeur. Et donc, lorsqu'on a un déplacement d'OM pendant un temps dt, un temps infinitésimal, eh bien j'ai subi des variations. Voilà, donc subi des variations. Voilà, ou bien on va parler d'une variation, une variation qui est dg. Ça, c'est la variation de dg. Et donc, cette variation de dg, elle est donnée par définition. Donnée par... On a ici l'expression. D'accord. Donc, l'expression, c'est dg qui est égal à gradient de g au point m
produit scalaire avec le vecteur déplacement. Plus, ça c'est la variation par rapport à l'espace, plus la variation temporelle. C'est la dérivée partielle par rapport au temps de g multiplié par dt. Et donc rappelez-vous, ici on distingue deux variations. On distingue une variation, c'est la variation spatiale. Et ici, c'est la variation temporelle. Voilà. Donc c'est ça, donc le vecteur gradient. Donc en termes de nomination, un petit peu de nomenclature pour le gradient. Donc vous avez comme notation le grade. C'est très important de connaître ces éléments-là, de le connaître un petit peu en détail, leur sens physique. Ça, ce qu'on appelle le gradient de G, attention, au point M. Le gradient de G au point M. Aussi, on l'appelle le taux de variation. On l'appelle le taux de variation de G selon les trois directions de l'espace. Donc, rappelez-vous, le gradient, ça caractérise la variation par rapport à l'espace. Selon les trois coordonnées, bien les trois directions de l'espace. Donc ça, c'est lorsqu'on l'applique. Parce que rappelez-vous, c'est un opérateur. C'est comme une fonction, vous avez f et vous avez f de x. Ça, c'est la valeur et ça, c'est l'opérateur. C'est ça c'est la fonction. Pardon. Ça, c'est la fonction et ça, c'est la valeur de la fonction au point x. C'est un cas particulier. Et donc, il faut distinguer le gradient g appliqué lorsqu'il est appliqué à l'opérateur. Ça, c'est un opérateur. Ce qu'on appelle, c'est l'opérateur gradient. On note aussi, c'est ce qu'on appelle l'opérateur nabla. C'est cette notation-là. C'est comme un delta renversé. C'est l'opérateur nabla. Donc cet opérateur nabla va nous servir donc après. Il faut le garder en tête, c'est très important. Donc on a ici quelques remarques. Déjà, donc l'opérateur nabla, donc noté comme ça. Donc ici attention, n'oubliez pas c'est un vecteur. Attention. Donc l'opérateur gradient, il est appliqué sur quelque chose qui est scalaire, sur une valeur, sur une fonction scalaire. Mais le résultat, on va voir, c'est un vecteur. Le résultat, c'est un vecteur. D'accord? Il faut bien faire la différence pour ne pas mélanger les choses. Parce qu'on a plusieurs opérateurs, il faut distinguer, ils sont appliqués à quoi et ils donnent quel résultat. Est-ce que c'est vectoriel ou bien c'est scalaire? Donc, le nabla, ou bien l'opérateur gradient, il est linéaire. Donc, c'est un opérateur linéaire, ça permet la séparation, et homogène à l'inverse d'une longueur. À l'inverse d'une longueur. Ça veut dire quoi? Eh bien, dire que la dimension de grade, c'est L-1. J'écris L-1, ça veut dire longueur moins 1. C'est peut-être mètre moins 1, c'est peut-être centimètre moins 1. En tout cas, c'est longueur moins 1. Mais attention, ça, c'est la dimension du grade. Mais la dimension du grade appliquée à une fonction f, par exemple,
eh bien, c'est la dimension du grade multipliée par la dimension de f. Ça, c'est très important. Parfois, on vous demande de donner la dimension d'un paramètre ou bien d'une caractéristique. Eh bien, il faut se rappeler de ces relations. Et la deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, c'est que Nabla transforme bien l'opérateur gradient, eh bien, transforme un champ scalaire G vers un champ vectoriel. Voilà, c'est le Nabla au point M de G. Ça, c'est un vecteur. Puis le troisième point, c'est par exemple, on prend un cas particulier, c'est le régime stationnaire. Le régime stationnaire, ça veut dire que la dérivée de G par rapport au temps, eh bien, c'est nul. La formule qu'on vient de voir, donc G déjà se transforme de G qui dépend de M et T, donc ça ne dépend que de l'espace. Puis on va obtenir la relation suivante, c'est que dg, c'est la dérivée élémentaire de G, dérivée totale est égale à gradient au point M appliqué à G, voilà, fois, ou bien produit scalaire, le vecteur déplacement. C'est ça la vraie définition du vecteur gradient. D'accord? Lorsqu'en régime stationnaire. C'est le produit scalaire. Voilà. Donc là, il est défini comme suit. Donc lorsqu'on fait le produit scalaire du gradient avec le vecteur déplacement élémentaire, on obtient la dérivée totale, bien le dg, la variation de g. Un autre point ici qu'on va évoquer, c'est les propriétés de l'opérateur gradient. Ça, c'est un opérateur. Donc, parfois, on peut, puisque c'est un opérateur, on peut le noter comme ça. Parce qu'on veut parler de l'opérateur avec un point. Ça veut dire ici, ce point, on le remplace par f, par g, par h. On le remplace en tout cas par une fonction scalaire. C'est ça, un opérateur. Et donc, vous avez la première propriété, c'est que le gradient de G au point M est perpendiculaire aux surfaces équigées. Qu'est-ce que ça veut dire les surfaces équigées? Ça veut dire les surfaces qui ont d'équation chez M est égal à une constante. D'accord? Donc ce gradient, il est perpendiculaire à cette surface-là. Donc si cette surface-là se trouve comme ça, eh bien le gradient, il est perpendiculaire. Il est perpendiculaire à cette surface. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que le gradient au point M de la fonction g, eh bien, il est dirigé dans le sens croissant de g. Il est dirigé dans le sens croissant de g. Ça nous donne la direction de ce vecteur. La direction de ce vecteur. Ça veut dire que si par exemple, que g, lorsqu'on monte par exemple, g augmente, eh bien, le vecteur gradient, il est dirigé dans ce sens. Voilà la direction du gradient, du vecteur gradient. C'est un vecteur, attention. Le résultat, c'est un vecteur.
C'est ça ce que ça veut dire. Prenons deux exemples pour bien assimiler ce vecteur gradient, bien cet opérateur qui est le gradient. Donc, en première année des études supérieures, donc, on a vu que donc, vous avez un champ, le champ voilà, électrique, c'est égal à moins grade au point M du potentiel. Vous avez un potentiel, vous savez cette formule que donc probablement vous avez déjà vu. Donc on va essayer d'appliquer ces propriétés qu'on vient de voir sur cette relation. Donc ici, selon les deux propriétés, les lignes de E sont perpendiculaires aux surfaces ou bien aux équipotentiels. D'accord? Donc les équipotentiels, lorsque vous avez une équipotentielle, vous avez le même potentiel par exemple sur cette surface, eh bien le E, il est perpendiculaire. Voilà, ça c'est la première propriété. Ça c'est la première propriété, c'est que le gradient est perpendiculaire aux surfaces équigées. Ici, c'est les équiv, ça veut dire, ça c'est le potentiel, ça c'est le champ électrique. Et donc lorsqu'on a un potentiel constant, eh bien, on a le champ qui est perpendiculaire. Et puis la deuxième des choses, on a dit que la direction du gradient, eh bien, c'est dans le sens croissant de G. Eh bien, vous avez ici un signe moins. Normalement, le E, c'est croît avec, ou bien il est dirigé dans le sens. Bien, ici, on va dire que EM est dirigé dans le sens. Maintenant, c'est lorsque si on avait E est égal seulement grade V, on va dire que bien la direction de E c'est dans le sens croissant des V. Lorsque V augmente, eh bien c'est dans ce sens que le E est dirigé. Mais on a un signe moins, eh bien on a l'inverse. Donc le E est dirigé dans le sens décroissant, de V, du potentiel. C'est ça. Si on parle du fonction. Donc on peut éliminer ça. On ne parle pas de la valeur. D'accord? Donc c'est bien ça. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est pour l'atmosphère, l'équation de l'atmosphère, bien l'équation qui permet la modélisation de la statique des fluides. C'est l'équation fondamentale en statique des fluides. Il s'écrit pour une atmosphère, donc, avec des conditions qu'on a déjà vues dans la formation de thermodynamique. C'est le gradient, ça c'est la pression, ça c'est un scalaire, bien est égal à ρm fois G. Et bien les mêmes propriétés, vous avez le G, il est parallèle, donc il est parallèle au grade. D'accord? Le G, il est parallèle au grade. Eh bien, les surfaces isobares, donc le G s'est dirigé dans ce sens pour le vecteur de pesanteur. Et les isobars, on a dit, c'est dans ce sens. Eh bien, les isobars sont perpendiculaires à G, ça c'est le G. Les isobars sont dirigés, on a dit, c'est perpendiculaire à gradient, ou bien c'est le gradient qui est perpendiculaire aux équis G, ou bien c'est la même chose. Et donc, les surfaces isobares sont horizontales. C'est pourquoi, vous connaissez ça, pour une altitude fixe, eh bien, vous avez la même pression. Et donc, la
l'autre chose, c'est que donc vous avez le G. Ici, c'est un G, donc il est descendant. Normalement, il est descendant. On peut avoir une inclinaison, mais parfois on le prend constant en vecteur. On le prend constant en vecteur. Eh bien, ce G, il est descendant et donc P, il décroît lorsque l'altitude augmente. La pression décroît lorsque l'altitude augmente. Donc c'est ça. Normalement, ça c'est le sens du gradient. C'est dans le même sens. Et donc il est croissant même en termes de norme. On peut obtenir donc la norme. Donc il faut utiliser cette formule. Bien, il faut utiliser cette relation. Donc le sens croissant de G et le gradient. C'est dans le même, ça veut dire, pour bien comprendre ça, lorsque vous avez G, elle est croissante dans un sens. Eh bien, dans ce même sens, c'est la direction de ce gradient. C'est la direction de ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire si on l'applique? On l'applique pour cette relation. Eh bien, vous avez le gradient de P. Ça veut dire si P augmente, si P par exemple augmente dans ce sens, on va dire dans ce sens, eh bien c'est ça la direction du gradient. C'est ça la direction du gradient. Il y a une chose subtile qu'il faut comprendre ici. Donc, vous savez ici par exemple, imaginons, ou bien soit on commence par P, soit on commence par le gradient. Maintenant, ce qu'on connaît pour bien comprendre cet élément. Ce qu'on connaît, c'est la direction. On connaît la direction du gradient. Il est dirigé vers le bas parce que on a le gradient qui est proportionnel à G. G est dirigé vers le bas, donc proportionnel, donc aussi le vecteur, ça c'est positif bien sûr. Et donc ça, le gradient il est dirigé vers le bas. Et donc puisqu'il est dirigé vers le bas, donc sa direction c'est vers le bas. Et donc le P, il croît vers le bas lorsqu'on descend, lorsque l'altitude diminue. Eh bien, lorsque l'altitude augmente, eh bien, le P va diminuer. C'est ce qu'on a dit. On a dit que P, il va diminuer lorsque l'altitude augmente. Vous voyez bien ce qu'on déduit. C'est-à-dire on utilise la relation dans les deux sens. Ça peut vous être très utile dans une question d'analyse surtout. Dans une question d'analyse en termes de variation de deux grandeurs définies par le gradient et définies avec d'autres relations. C'est bien, donc c'est très important, c'est primordial de comprendre ça avant de se lancer dans cette analyse. Donc, vous voyez bien qu'on utilise la relation, qu'on utilise ces deux propriétés dans les deux sens. Dans les deux sens d'analyse. Ça veut dire, si on connaît que G varie dans un sens, voilà le sens croissant, ça veut dire que le gradient de G il est dirigé vers ce sens. Mais par contre, si on connaît maintenant que le gradient il est dirigé par exemple dans ce sens, eh bien le G il croît dans ce sens. Et donc dans ce sens, le G diminue. Vous voyez un petit peu la subtilité ici et les détails un petit peu fins qu'il faut savoir. Donc c'est ça en termes de des propriétés, les deux propriétés fondamentales et puis les remarques qu'on a vues sur le vecteur Nabla et sa dimension.